Alors, bonsoir. Bonjour à tous. Nous sommes ravis. Alors, je vous laisse mettre les petits casques pour que vous puissiez bien nous entendre. Bonjour à tous. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, parce que je vois que certains sont déjà là pour la table ronde qui était avant. Donc, on est là en fait sur la 4e table ronde que nous avons organisée avec Numain Boursin dans le cadre du parcours Immortel. Et donc, on a la joie d'accueillir 4 artistes de différentes générations, dont certains faisaient partie de l'aventure Immortelle que nous avions organisée au MoCo de Montpellier, donc Marcella Barcello et Laurent Prou, qui sont Laurent de ma génération et à peu près, et puis Marcella un peu plus jeune, et qui sont invités aujourd'hui aux côtés de figures majeures de la peinture française. Je ne vous les présente plus, Robert Combas et Pat Andrea, qui évidemment sont liés à Immortel parce que ils ont été des figures, si vous voulez, tutélaires pour beaucoup de peintres de ma génération, que ce soit par le biais des Beaux-Arts, Pat Andrea, qui a été professeur de beaucoup de peintres ici présents, ou par le biais de Robert, qui évidemment, à travers la figuration libre et tout son engagement et toute sa peinture et son parcours, a évidemment été un vivier de désir à peinture et un moteur pour beaucoup de peintres qui choisissaient le médium de la peinture en France. Alors aujourd'hui, pour terminer, j'avais envie de terminer un peu sur une note pas de légèreté, mais de quelque chose qui soit un peu tourné vers, en tout cas, les mondes oniriques et la question de l'onirisme. Alors, dans la question de l'onirisme, j'ai intitulé la table ronde Les onirismes réinventés, de l'intériorité aux enjeux sociétaux. En fait, il y a deux choses que je trouvais intéressantes dans ces questions. On voit beaucoup aujourd'hui en peinture de démarches qui sont des démarches tournées justement vers des univers féeriques, imaginaires, avec des créatures de toutes sortes, quelque chose qui est très coloré, qui renvoie effectivement à la notion d'onirisme. Mais souvent, cette question de l'onirisme, elle est interprétée d'une façon un peu réductrice. Alors d'abord, on parle souvent du rapport au surréalisme. J'avais envie d'inviter en fait ces 4 artistes qui ont des univers très différents pour aussi montrer que chacun a des musées imaginaires très différents, très singuliers, et que bien sûr Marcella, Robert, Pat aussi d'ailleurs, ou Laurent ont pu regarder des choses du surréalisme, mais se sont nourris de bien d'autres choses. Et donc j'avais envie de discuter avec eux, puisque ça fait partie aussi un peu de ces tables rondes, de parler cuisine, de parler laboratoire, et donc de comment l'imaginaire se construit. Et on verra que ça vient un peu de toutes sortes de choses. Et le deuxième point, je voulais revenir sur ces questions de l'onirisme. C'est pour ça que j'ai appelé ça de l'intériorité aux enjeux sociétaux, parce que souvent on peut réduire aussi la question d'une peinture à une première approche qu'on a en apparence. Je pense à la peinture de Robert, par exemple, Combas, qui a une verve comme ça, très instinctive, très colorée, tournée vers les cultures populaires, la couleur. Donc il y a évidemment tout ce souffle-là qu'on sent, mais en sous-bassement, avec l'expression de l'intériorité et des fantasmes, de l'érotisme. Mais il y a aussi en sous-bassement, et c'est présent chez Pat et chez Laurent et aussi chez Marcella, des choses qui évidemment renvoient, suggèrent un regard porté aussi bien sûr sur le monde environnant et sur des enjeux sociétaux. Je pense à la guerre, au thème de la bataille par exemple, qui est très présent chez Robert. On parlera avec Pat de son rapport à la grande histoire, aux références qu'il peut faire aux grands événements depuis son rapport à l'Argentine, à la dictature et jusqu'à aujourd'hui. Laurent aussi, et Marcella, son rapport peut-être à la nature et donc à des questions environnementales. Donc c'est un petit peu un voyage aujourd'hui auquel je vous invite en discutant avec chacun pour parler de ces questions. Alors j'aimerais commencer justement cet échange avec toi, Robert, sur... alors, je vous montre en même temps que je parle. Donc là, c'est les peintures de Pat Andrea. Et on a les peintures de
de Robert et on a les peintures de Robert qui viennent après, voilà. Donc ici, vous avez la peinture de Robert. Bon, je pense que vous avez tous en... Donc j'ai mis là des dessins académiques pour vous montrer un peu différentes choses, des portraits et des peintures. Alors, Robert, j'aimerais que tu commences... je pense que c'était intéressant parce que toi et Marcella, vous avez, il me semble, après vous reviendrez là-dessus, Laurent et Pat, mais il y a quelque chose chez vous deux de très, très instinctif dans votre manière de peindre et de non prémédité. Je dirais que, tu vois, Marcella, par exemple, quand tu peins, il n'y a rien, il n'y a pas de dessin préparatoire, il n'y a pas de... Et Robert, tu es aussi, toi, dans quelque chose de très... où le flux de l'intériorité s'exprime de manière très, très spontanée, tandis que Robert et Laurent ont plus des mécanismes liés aussi au rapport au classique, au dessin, à la maquette, à la construction, qui sont dans des registres différents. Alors du coup, Robert, j'aimerais que tu parles aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup parlé sur ton travail tu sais, de la question donc du rapport aux cultures populaires, de ton imaginaire. Et j'aimerais qu'on vienne aujourd'hui parler de ton musée imaginaire. Et j'ai un texte en fait en mémoire qui avait été écrit. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur ces questions dans la peinture de Robert, mais m'était revenu en mémoire le texte de Catherine Millet, tu sais, il y a longtemps, qui a été écrit, je pense, dans les années 80 d'ailleurs, qui s'intitulait L'enfance de l'art. Et en fait, c'était un texte très intéressant que j'ai relu récemment, qui parlait justement d'une façon un peu plus ciblée de cette question du mythe moderne de l'enfance de l'art et de comment les artistes, donc elle dit que vont pouvoir avoir des liens avec Robert en particulier, la question donc de l'art brut, du néo-dadaïsme, dans quelque chose qui est en fait une veine non intellectuelle, qui revendique une forme de goût pour justement des référents qui sont un peu liés à la culture populaire. Donc ceci est un mythe d'ailleurs, comme elle l'écrit dans son texte, puisque tu as aussi évidemment été nourri par la grande peinture et que ton travail est aussi en lien avec les grands thèmes traditionnels, etc. Mais aujourd'hui, j'aimerais juste qu'on parle de cette question, de ton rapport justement aux arts bruts et peut-être au surréalisme, et comment ça t'a nourri, qu'est-ce que tu as regardé, et est-ce que finalement tu as un lien d'ailleurs avec le surréalisme ou plutôt avec l'art brut, parce que tu as des choses intéressantes à dire sur la peinture là-dessus. Moi j'ai un lien avec tout le monde, hein. En général j'aime tout et rien. Alors, et donc je voulais dire que par exemple ce que j'appelais à l'époque la figuration, on va dire mon travail, ouais. C'est un travail qui est entre la culture et l'anticulture, dans le sens que j'avais pas du tout de culture et j'en avais aussi. Donc, qu'est-ce que j'avais comme culture? Des choses, des bribes, hein, mais je comptais faire un travail à vie. Parce que mon travail est à vie, il n'est pas simplement pour faire un tableau. Bon, peut-être qu'on peut trouver un tableau un jour intéressant plus que les autres, on va dire. Mais en général, moi, c'est tout mon travail. Tout mon travail, je sais très bien qu'il n'est pas connu, qu'il sera vraiment connu, mon travail entièrement, quand je serai mort. Et encore, je touche du bois. Et donc, voilà. Donc, pour l'art brut, oui, mais moi, c'est un mélange. Donc, il y a l'art brut, évidemment, surtout à une époque où il était moins apprécié. Parce que moi, à l'époque, dans l'art contemporain, il y avait de l'art contemporain, il n'y avait pas de rock, il n'y avait pas de rap, il y avait de la musique contemporaine, un peu classique, et en général, un peu de new wave. Ça a commencé avec certains artistes, mais vous voyez, c'était très différent d'aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, c'est un peu plus kitsch, aujourd'hui, peut-être. Oui, oui. Et du coup, tu disais que tu avais envie de parler peut-être de Miro? Non, je voulais parler de Miro parce que c'est un artiste qui est complet. Et l'autre fois, j'ai regardé un truc à la télé et de son musée, ou je sais pas, à Barcelone, je crois, si je ne me trompe pas. Et donc ce musée, il m'a ouvert les yeux parce qu'en vérité, il y a des choses qui ressemblent à du Hartung, très violent et très abstrait. Il y a des choses qui sont du début, qui sont très figuratives, mais il y a aussi, on connaît mal Miro dans le sens, et surtout les tableaux. Moi, j'étais à Montpellier, j'avais pas d'argent, donc avec la fille avec qui j'étais à l'époque, on faisait poubelle. Et donc je prenais, on ramassait les Newsweek, il y avait une seule page en anglais que je ne comprenais pas d'ailleurs, mais j'ai vu les tableaux de Miro qui étaient avant Oldenburg ou Rauschenberg, qui étaient des tableaux, qui étaient des couvertures remplies de couleurs, des explosions de couleurs. Et moi, donc ça ne m'a pas trop étonné de voir après Oldenburg ou Rauschenberg, parce que j'avais déjà vu les Miro
et aussi par rapport, par exemple, à Basquiat, vous savez, les tableaux, par exemple, qui sont déchirés. Alors, Miro, c'est le champion, hein, champion du monde des tableaux déchirés. Donc, on connaît mal la violence de Miro, on connaît mieux ce côté poétique. Bon, il y a les deux. Donc, et moi, j'essaye de faire quelque chose dans mon style à moi, mais j'aime pas rester quand même, j'aime pas qu'on... Là, on voit des tableaux, le trois quarts, c'est un style, mais moi, j'ai fait plein de choses différentes. Parce que moi, c'est la différence qui m'intéresse. C'est pas de faire toujours la même chose, ça m'emmerde. Oui, ouais, ça, Même si, quand même, en même temps, on dit, ouais, bon, ça c'est un combat, ça on le reconnaît, évidemment. Mais là, ça commence à être un peu différent. Oui, oui. Puis il y a aussi les tableaux en noir et blanc ou les dessins qui s'appellent des académiques aussi. Enfin, Alors là, tu vois, il y a les dessins académiques, justement. Alors oui, évidemment, je me sers très proche de l'art brut, évidemment. Je me sers des choses de la vie aussi. Mais c'était presque un mélange entre l'art brut et Ben, presque un peu. Hein, est-ce que du coup, dans l'art brut, tu sais, Robert, il y a quelque chose qui revient quand même souvent, bien que tu parles dans tous les sens, je suis d'accord, on sent que tu as un plaisir à aller où tu veux et c'est du bonheur pour les yeux. Mais je l'avais marqué là. J'ai pas de lit, on part dans tous les sens. Ah ben voilà, c'est ça. Ça part dans tous les sens. Et du coup, tu sais, dans l'idée de ça part dans tous les sens, j'ai cette image dans l'idée de l'art brut de la prolifération des choses, tu sais, du motif dans le motif, dans le motif, dans le motif qui part comme ça. Est-ce qu'il y a de ça? Il peut y avoir aussi... Non, mais au début, quand on était plus jeune, on était un peu prétentieux, on avait beaucoup d'ego. Mais en même temps, on a toujours besoin aussi des gens. Parce que sans les gens, j'aurais pas pu faire ce que j'ai fait. Parce que ce soit dans la vie, pas privée, mais tu vois, par exemple, je me suis retrouvé, on était 3 artistes, presque 4, hein, 3 et demi, on va dire, quand j'ai arrivé à Paris. Et bon, on s'est très vite de se taper sur la gueule, mais bon, en tout cas, ça a été très important tout ça. À un moment donné, on a besoin des autres. Hein. Alors après, c'est les galeries. Bon, mais les galeries, c'est pas comme les copains. Hein. C'est copains. Copains et pas copains, quoi. Mais parce qu'il y a toujours histoire d'argent aussi avec les galeries, évidemment. Bon, j'ai rien contre les galeries, mais il faut le dire. Bon, en 90, quand même, on a pris plein la gueule, nous, les artistes. Surtout les figuratifs. Oui, ça c'était après la guerre du Golfe. Ça c'était le sujet. Tu aurais dû venir écouter le sujet de la table ronde, non, parce qu'on te suit là-dessus absolument. Et on a fait une table ronde sur cette question épineuse de la place de la peinture dans l'institution en France. Donc on te suit, Robert, sur ça. Alors Marcella, j'aimerais que tu... Je te dire un truc. Oui, vas-y. Après, je dis plus rien. Non, et puis, pour moi aussi, ce qui est important, c'est un truc de Ben, c'est le nouveau. Parce que s'il n'y a pas quelque chose de nouveau, on fait chier tout le monde. Donc il faut quand même qu'on donne quelque chose de nouveau, autrement ça n'intéresse personne. Donc si on veut vivre de ça, c'est vrai que je parle, c'est pas de commercial, le nouveau. Ça veut dire faire quelque chose où on ressent la personnalité de la personne, quoi. Enfin, je crois. Absolument, absolument. Et Marcella, en fait, je rebondis sur toi avant de passer à Laurent et à Pat, parce que tu sais, dans ton travail, pour rester sur cette question on reviendra, Robert, après sur la question des gris-gris là, et des objets et des sculptures que tu réalises, que j'aime beaucoup. Et en fait, donc là, c'est la peinture de Laurent Prou. Et j'ai la peinture de Marcella. Marcella, en fait, j'aimerais qu'on commence par cette question de l'instinct en fait chez toi, et du fait que déjà d'emblée, donc tu as un monde comme ça qui peut être perçu comme onirique, avec souvent d'ailleurs des figures solitaires, dans des paysages de nature, des choses très, très poétiques. Et en fait, tu pars très rarement d'une idée préconçue, puisque tu ne travailles pas avec des dessins préparatoires. Les choses viennent comme ça. Et je trouvais que c'était chouette parce que tu parles, d'ailleurs tu m'avais parlé de cette histoire de naissance de Vénus, je trouvais que c'était très beau, tu peux en reparler, que l'idée que la création, elle surgit du chaos en fait intérieur, et que les choses viennent, tu sais, avec simplement le plaisir de la couleur, des textures, et que c'est ça en fait qui va guider finalement l'orientation de ton tableau et de la forme que tu vas lui donner. Oui, c'est vrai que je compare souvent la peinture à la naissance de Vénus racontée par Hésiode. Donc Vénus, cette déesse de l'amour et de la beauté, qui naîtrait dans un chaos de sang, de sperme et d'écume de mer, donc dans comme on dit, en boulga, je ne sais plus quel mot, dans un grand chaos, et que la beauté naît de ça. Et là, en tout cas, de ma part, la peinture, c'est vrai que je joue avec ce que je ne peux pas maîtriser, et avec la tâche, avec l'accident,
Et dès que j'essaye de contrôler, ça ne fonctionne pas. L'équilibre est trop équilibré en fait. Donc il faut toujours jouer avec l'accident, la tâche, le miasme aussi pour que quelque chose apparaisse. Absolument. Et du coup, la question du grand format, pour toi, elle te permet justement parfois, tu as le corps qui est complètement dans le format et ça te permet d'exprimer librement ce rapport à la matière, très libre, instinctif. Tu as quelque chose de très gestuel aussi qui peut venir presque de l'abstraction aussi, de ce rapport à la couleur de façon très physique. Oui, je pense que mon rapport à la peinture c'est très pulsionnel. Moi, je ne vais pas la théoriser à l'avance ou la mettre, la dessiner, on va dire. C'est comme des pulsions, j'ai envie de jaune, comme j'ai envie de boire du jus de citron ou j'ai envie de faire un grand geste parce que je suis en colère contre quelqu'un. Donc tout est comme ça, c'est de la pulsion en fait. Et il y a quelque chose de très beau que tu racontais sur, tu sais, là on parle de Miro avec Robert, et donc pour faire un sort à cette question du surréalisme, parce que finalement elle est présente quand même chez toi, mais pas que, sur la question, comme on parle de plaisir et de jeu dans la peinture, de quelque chose qui est comme ça, de l'ordre du jeu, du plaisir, cette question du cadavre exquis que tu pratiquais en fait et que tu pratiques d'ailleurs toujours. Oui, le cadavre exquis c'était, je pense, en fait, pour moi, c'est la meilleure manière d'envisager l'acte de dessiner et de peindre qui parfois on se prend vraiment trop au sérieux, surtout ici par exemple, là où on est. Et c'est quelque chose qui me manque, c'est de retrouver juste le jeu qui est le dessin et la peinture et l'image comme un jeu d'enfant. C'était comme tous les enfants qui dessinent, c'était mon premier rapport à ça. J'ai grandi dans une famille d'artistes aussi, donc c'était quelque chose qui a toujours été là, qui n'était pas différent de faire la vaisselle ou de faire la cuisine ou d'aller à l'école. Ça faisait partie du quotidien. Donc, et plus le temps passe, plus je vieillis, plus je perds ça aussi parce que c'est devenu mon métier. Et le cadavre exquis, c'est un moyen d'y retourner. Par exemple, quand je suis avec des amis artistes, c'est toujours quelque chose qu'on fait, mais sans juste le geste, la pulsion de... C'est très beau ce que tu dis, c'est intéressant parce que ça me fait faire un lien avec ce que disait Robert Vincent Biulès tout à l'heure. C'était vachement beau et Vincent Biulès a été super là dans la table ronde. Et en fait, il parlait, tu sais, du fait qu'il pratiquait la peinture abstraite et que comment aller dehors et le rapport à la vie, au motif, tu sais, ça redonne du souffle en fait dans la pratique. Ça réinsuffle un rapport comme ça direct de vie en fait, et qui sort justement des considérations de l'atelier. Ça rejoint ce que tu dis sur l'idée de carrière, et tu sais que tu peux perdre après quand ça devient ton métier ce flux en fait. Et je pense que il faut garder, tu vois, quand tu es artiste jusqu'au bout, ce rapport de l'enfance, de jeu, de plaisir, il me semble, pour que l'œuvre elle reste vivante, et que peut-être le travers aujourd'hui sur des peintres qui sont très tôt reconnus et qui sont pris dans des considérations de galerie et de productivité, tu perds un peu ce souffle de l'instinct, et c'est dommage. Et tu as eu une période aussi où tu dessinais tes rêves. Oui, depuis que je suis enfant, donc oui, je rêvais beaucoup des rêves. Et ça t'arrive aussi, du coup, j'imagine, comme vous êtes un peu des éponges qui absorbaient... Tu as pu aussi te nourrir, t'inspirer de rêves pour faire des peintures ? Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, en fait, pour moi, la peinture, c'est comme le rêve, dans le sens où le rêve, on ne le contrôle pas. Et quand je peins, je ne le contrôle pas. Et le rêve, on peut l'interpréter au réveil. Donc peut-être que ma peinture, au moment où je le fais, je n'ai pas la moindre idée de ce que je suis en train de faire. Mais c'est qu'après, en prenant du recul et le temps qui passe, que je peux l'interpréter comme l'interprétation qu'on fait dans le rêve seul ou avec un ami ou chez le psy. Mais et l'interprétation peut être multiple aussi en fonction de beaucoup de choses. Donc c'est des portes multiples. Oui, absolument. Et du coup, dans ce travail-là de pratique instinctive, la question du médium, à toi, elle s'est posée comment entre le dessin, la peinture ou l'acrylique ou l'huile ? Est-ce que
que tu travailles beaucoup avec justement le flux, comme ça, le geste. Mhm. Qu'est-ce qui est important pour toi dans le médium que tu utilises? Quelle prédilection tu as? J'aime ce que je peux pas contrôler, donc l'eau qui coule, tout ce qui coule et ce qui se passe. Et aussi, j'aime bien utiliser des outils qui sont, on va dire, un peu cassés ou usés, parce que à force de pratiquer quotidiennement le dessin ou la peinture, parfois mon geste est trop sûr et du coup ça devient trop, je sais pas, maîtrisé en fait. Et Oui, j'aime oui. l'accident et Oui, oui. Oui, alors là, du coup, ça me fait rebondir sur toi, Pat, parce que la question de casser, en fait, le réalisme, je vais te dire, on n'entendait pas bien Marcella. Marcella, il faudra que tu parles un peu plus fort avec le bruit du public. Moi aussi, j'ai du mal à entendre. Alors du coup, je vous mets les... Donc ça, c'est Laurent Prou. Je me suis trompée dans l'ordre de mon déroulé. Et là, en fait, on a la peinture de Pat que j'ai mise avant le travail de Robert, sur lequel je reviendrai. Mais voilà. Alors donc, le travail de Pat. Je voulais, Pat, que tu parles parce que, avec Laurent, justement, vous avez, vous, des modes de rapport de laboratoire à l'atelier, en tout cas, qui sont différents, bien qu'il y a des choses qui rejoignent ce que dit Robert et Marcella. Mais j'aimerais que tu parles, Pat, en fait, de quelque chose de très précis. C'est-à-dire, comment tu as inventé, je dirais, un réalisme, parce qu'on peut parler d'onirisme en fait chez toi aussi, tu as des représentations donc souvent d'intérieur dans la peinture de Pat, je vous montre ici un peu, voilà, dans des intérieurs ou dans des jardins de femmes, souvent beaucoup de personnages féminins, pas que, mais avec des hommes aussi, mais qui sont donc dans des morceaux de corps, des jeux d'anatomie avec des grandes têtes et des petits corps, ou vice-versa, des personnages qui volent. Donc on est évidemment complètement dans quelque chose que l'on peut qualifier d'onirique. Et dans cette construction-là, il y a tout un processus, parce que tu peux utiliser la photo ou pas, utiliser le dessin avant. Et c'est très construit, c'est-à-dire que tu as aussi, toi, digéré la tradition classique, le rapport au dessin qui pour toi est très important. Et il y a beaucoup la mise en scène dans ton travail, la façon d'orchestrer en fait ces visions. Comment ça se passe le process, Pat, d'abord? Est-ce que tu as des flashs d'images? Comment tu travailles avec le dessin en amont, la peinture? Et comment tu construis en fait ce réalisme un peu hybride, tu sais, par rapport justement à... Je sais pas, on a parlé par exemple de l'apport de la pré-Renaissance, que tu as beaucoup regardé, où justement on casse les codes du classique. Tu vois, comment tu t'amuses à inventer un réalisme qui en fait défie les règles de la photo, de la mimésie, pour avoir beaucoup de liberté et en fait t'amuser quelque part aussi avec les formes, avec les couleurs. Oui, bien sûr. Écoute, tu me connais tellement bien que je sais presque plus quoi dire parce que tu as tout dit déjà. Comment je travaille. Pour moi, toute l'idée était que tout devrait être possible dans la peinture aussi. La peinture n'est pas un truc sacré ou un truc pour des génies ou un truc pour des enfants qui s'amusent, etc. La peinture est une chose dans laquelle on peut inventer des images qui qui pourraient être des mémoires de notre espèce, de l'humanité. C'est pour ça qu'il y a une foire comme ça ici, c'est pour ça qu'on va dans les musées, c'est pour ça que les gens dans les églises étaient à genoux devant des images. C'est incroyable que ces images qui sont en réflexion de notre réalité 3D, en 2D, peuvent avoir une force et une puissance comme ça. Alors, moi, je suis le fils d'un peintre. Ma mère a fait les beaux-arts aussi. Mon grand-père était lithographe. Il a, entre autres, il était le lithographe préféré de Escher, si vous connaissez bien. Oui. Oui. Comme ça? Comme ça. Oui, comme ça, pardon. Excusez-moi. Oui, ok.
Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Ton père était lithographe? Oui, oui, oui. Et cette connexion avec la peinture de notre génération et qui s'était basée sur une peinture plus classique m'a fortement influencé. Mais en même temps, je crois que j'ai un imaginaire sans limite. Et alors, mais j'ai toujours cru que cet imaginaire devrait être un peu retenu et devrait être basé sur ce que je voyais. Je suis un pur visionnaire aussi. Je peux être assis sur un lieu et voir tout ce qui se passe autour de moi sans m'ennuyer. Tout le contraire, ça me fait penser le truc, etc. Alors, dans tout ça pour vous dire que tout peut être inspiration et tout doit être possible d'être avoir son valeur pour être peint. Ça peut dire une image qui est déjà peinte, par exemple. Encore? Ouais. Encore? Je dois le manger ou un truc comme ça. Excuse-moi, hein, mais alors où Sur j'étais. la façon dont tu construis, par exemple, les peintures, tu sais. Tout est possible. Tu sais, ça peut être une image, ça peut être un mot, ça peut être une rencontre, ça peut être une situation inouïe, ça peut être, oui, une idée, un texte. Il n'y a pas de limite. Et ça complique un peu la production. Mais je prépare quand même en principe une image que je veux peindre en grand. Avec des esquisses et des images un peu plus travaillées. Et là, j'ai découvert une chose très importante, que quand tu esquisses, quand tu crayonnes des images, la première fois, tu mets les choses sur papier ou sur toile, tu découvres plein de choses que tu n'avais pas pensé au moment où tu dis, bon, je vais faire ça. Et toutes ces déformations, toutes ces lignes, toutes ces tâches qui ne sont pas prévues font que tu dois être très, très, très actif, très concentré sur ce que sort de ta combination de cette idée que tu as et la main qui dessine, parce qu'il y a des déformations qui valent beaucoup plus qu'une image classique, correcte, je dirais presque photographique. Oui, c'est ça. Tu parlais, je me souviens de Picasso qui disait que tu as la sensation du réel au plus fort, mais au plus tu vas justement déformer. La vérité, tu la trouves dans la déformation et ça te donne la sensation du réel, mais en fait, c'est pas du tout le réel. C'est-à-dire, il y a un truc comme ça d'écart et de... Oui, je voudrais dire que je ne cherche pas la déformation. Il vient de soi-même parce que tu es... quand tu notes une chose pour un personnage, une forme, un objet, tu n'as pas de contrôle. Tu touches le papier, tu bouges ta main et tu vas parler. Et tu vois deux choses qui font ensemble une jambe. Et c'est très bien, mais la jambe n'a pas exactement la forme d'une jambe de... Bon, tous les jambes sont différentes, bien sûr, ça d'abord. Tu racontais la dernière fois, non, je trouve que là, dans le laboratoire, tu sais, l'invention du personnage, la tête, la grande tête, le petit corps, que ça venait du hasard des collages ou des... Raconte-le parce que ça, c'est intéressant. Ça, c'est une petite aventure beaucoup plus banale, en réalité. À un moment donné, j'étais en train de dessiner beaucoup et j'arrivais pas trop à trouver quelque chose que je voudrais vraiment exécuter en grand.
et avec beaucoup plus de travail. Alors, mais dans ces dessins et ces grabouillages, il y avait des moments qui n'étaient pas trop mal. Une tête réussie, une main qui fait un geste, une tâche qui est intéressante. Et j'avais décidé de garder ces éléments, de les découper et de les garder dans une boîte, sur ma table de dessin. Et comme ça, finalement, je me trouvais avec une énorme collection de jambes, des bras, des têtes, des chaussures, des rochers, des paysages, des horizons, un bout de maison, etc. Et j'ai remarqué que dans ce chaos, il y avait les têtes qui étaient assez grandes en combinaison avec deux jambes, faisaient quelque chose d'hyper intéressant qui était déjà un personnage, que ce n'était pas nécessaire d'avoir un corps et toujours ça en plus. J'ai décidé de le dessiner directement et ça a marché à foule. Le public était enthousiaste et j'ai continué à souvent, quand j'avais besoin d'une forte émotion, d'utiliser ce personnage qui était tête, jambes, céphalopode, comme les pulpes, n'est-ce pas, les poulpes, et les utiliser comme un personnage humain, comme une réflexion d'un personnage humain avec beaucoup de sentiments et bon, non, oui. Oui, absolument, Pat. Merci beaucoup. En fait, tu parles de la question du laboratoire et du coup, j'aimerais, Laurent, qu'on revienne à ta peinture parce que du coup, il y a un processus qui est donc très singulier en fait et qui permet justement de comprendre un peu. Alors, Laurent, dans sa peinture, il y a deux aspects qui sont en fait des aspects qui sont en tension mais qui sont liés dans son travail, qui sont donc d'un côté nature et industrie, on va dire la présence de corps souvent nus dans des paysages, pour faire simple, voilà, et l'industrie où vous allez avoir des corps au travail dans des usines. Donc il y a tout après la question aussi du politique sur laquelle je voudrais qu'on termine tout à l'heure, mais là je voudrais parler d'abord donc juste simplement de questions de peinture et donc la question des paysages justement et des corps dans le paysage font qu'on parle beaucoup souvent de la peinture de Laurent comme une peinture onirique, hein, puisque on peut avoir aussi des corps qui sont des paysages avec des jeux d'échelle en fait qui sont faussés avec par exemple une grande oreille qui va devenir ou un visage qui devient un paysage à part entière, des jeux d'échelle complètement libres, comme on peut l'avoir d'ailleurs chez Robert ou chez Pat et chez Marcella aussi. Donc, est-ce que tu peux nous parler, Laurent, comment tu pars toi aussi comme tout artiste en même temps, hein, du réel que tu perçois, des choses du quotidien, et en même temps tu vas peut-être utiliser la photographie parfois, mais surtout passer par le dessin et la réalisation de maquettes. C'est important, je voulais qu'on y fasse un sort parce que chez toi, le corps dans l'espace, c'est quand même vachement important, c'est ce qui gère toute ta peinture, et donc le corps dans l'espace, ça signifie comment tu le positionnes, et c'est là après nous, ce qu'on voit de ta peinture, c'est donc quelque chose d'étrange, d'onirique, mais qui vient d'un process qui t'appartient et qui ne vient pas forcément du surréalisme, donc d'ailleurs, en termes d'héritage. Mais donc, est-ce que tu peux parler déjà de ce process, tout bêtement, de ta cuisine ? Oui, alors bonjour, donc vous m'entendez ? Ouais. Donc ouais, moi je vais faire un tout petit détour, mais quand j'ai commencé à peindre aux Beaux-Arts, et je me sentais un peu coincé, en fait, entre je pourrais dire ce qui avait été un peu, pour le résumer simplement, mais le champ un peu richterien de l'image, qui était donc d'après photo et qui était finalement au fond assez abstraite, parce qu'il s'agissait d'une surface, et on pourrait dire peut-être un art du signe, où le signe était utilisé comme référent, je sais pas, social et tout ça, mais qui existait aussi dans une forme d'abstraction.
Et moi, mon cheminement vers la peinture, enfin ma tentative pour m'émanciper à travers ce médium, ça a été de faire un retour, d'aller vers Gustave Courbet et d'interroger la peinture de Gustave Courbet à partir d'une phrase moi que j'avais entendue dans un cours, dans une lettre, il dit « puisque réalisme il y a ». Et donc, du coup, il pose le mot de réalisme, qui est déjà un mot bizarre parce qu'on pourrait penser à réel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est intriguant quand on est étudiant, la notion de réalisme. Et ensuite, il y a. On a l'impression que c'est comme ça tombe en fin de phrase, l'impression que c'est comme un fruit qui tombe d'un arbre, quoi. Et donc, se donner du réel, ça m'a donné très envie de regarder la peinture de Courbet. Et en la regardant, je me suis rendu compte qu'elle était absolument pas naturaliste au sens de, je sais pas, comme une peinture de Louis-Léon Gérôme par exemple, ou un espace immédiatement reconnaissable, mais que c'était fait d'énormément de raccourcis, presque d'effets de collage, de montage de texture, de matière, et que la force de sa peinture, pour moi, son réalisme, il venait beaucoup plus d'un montage de surface et d'un choc de matière, avec des espaces très courts, souvent très peu profonds, qu'on pense aux casseurs de pierre, par exemple, qui sont vraiment Absolument. sur un écran noir de vallée, ou alors l'enterrement ornant, ou voilà, la surface qu'on connaît, tout ça, en deuil, la grande surface noire en deuil, ou l'atelier où on comprend mal en fait ce qu'on regarde. Et tous ces effets de surface, bah, c'est ce qui m'a guidé. Et donc du coup, j'en arrive à répondre à la question. C'est que du coup, j'ai oscillé entre à la fois l'idée d'un art un peu social qui existait chez Courbet, ça me touchait, je trouve ça important. Et donc d'où la question de la représentation du travail et des usines, à travers mon travail, c'est une ligne qui continue et que j'essaye de faire. Et en même temps, le rapport au collage et le rapport aux textures, qui est quelque chose qui a toujours un peu hanté les images. Donc ça a été, selon les moments de mon travail, plus ou moins présent. Mais du coup, les deux aspects de mon travail, le côté usine et le côté paysage de nature, quelque part, les fabrications sont un peu les mêmes. Et elles sont basées sur le collage. Et donc, du coup, pour le dire très précisément, ce que je fais quand je suis à l'atelier, c'est que mais c'est bizarre, c'est un petit théâtre en bois, avec des sortes de montants comme ça, et je découpe des figures en papier et j'assemble les éléments de corps, les jambes, les bras, la tête, le buste, et je les pends et je règle un peu comme une espèce de Photoshop primitif je dirais l'échelle des corps par rapport à cette profondeur. Ensuite je fais une photo et je travaille à partir de là. Et du coup, par exemple, dans la peinture que vous voyez là, il y a une espèce de sensation, donc à la fois on a des corps qui sont engagés l'un dans l'autre, on a comme une situation amoureuse, je sais pas, c'est le matin, c'est beau, mais on a aussi un peu l'impression que chaque élément du corps commence à se révolter, que les doigts commencent à devenir un petit peu comme des animaux fantastiques, les mains comme ça ouvrent une vision. Il y a une espèce on ne comprend pas très bien au fond à qui sont les pieds, à qui sont les jambes. Et en fait, moi, ce corps labyrinthesque, c'est un truc qui est vachement fort dans mon travail et qui est toujours un petit peu, je dirais, entre le cauchemar et l'érotisme, quoi. Absolument, absolument. Et d'ailleurs, ça peut rejoindre aussi, par certains aspects, le travail de Marcella, je trouve, dans la façon dont elle aussi, parfois, son travail oscille entre une forme d'érotisme ou de quelque chose qui après vire en fait au cauchemar quelque part. Il y a une ambiguïté aussi dans ta peinture, Marcella, quand tu... Alors, elle n'est pas volontaire. Elle n'est pas volontaire. Ce n'est pas volontaire, donc, mais ça dépend de ce que tu y vois, toi. Je pense que j'y mets pas de... C'est vraiment pas volontaire. Je sais. Oui. Donc... Oui, je veux bien. Est-ce que tu m'entends pas? D'accord. En fait, c'est parce Je ne qu'il y a parle pas. avec le public. Alors Robert, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de... Parce que la question là de la table ronde, elle est sur la question de l'intime aux enjeux sociétaux. Alors de l'intime, de la vie, Robert, j'aimerais que tu parles de... Moi j'ai vu là récemment chez Marie, la galerie Strauch, la dernière exposition que tu as faite avec... on a les images ici sous les yeux des crucifix, enfin
j'appelle ça des gris-gris, moi, des gris-gris colorés, qui sont donc, soit des sculptures, des objets que Robert réalise avec des objets de récupération. Alors Robert, j'aimerais que tu parles en fait de cette obsession ou de cette passion que tu as de récupérer les objets et de les bidouiller et d'en faire des choses. Depuis quand tu fais ça et comment ça se passe? Ça peut être une barrette, ça peut être une chaussure, ça peut être... Parle-nous de ce travail-là. Moi, personnellement, ça fait partie de mon travail, mais c'est pas très important dans le sens que je peux pas en parler comme si c'était mon travail. C'est une partie de mon travail. Ouais, c'est vrai, je fais des trucs comme ça. Bon, c'est typique de l'art brut. Hein. C'est pas moi qui ai inventé tout ça. Hein. Donc, de travailler sur des objets, tout le monde l'a fait. Mais bon, donc c'est important que je le fasse, mais à certains moments. Et aussi par rapport à ma vie, par exemple. Ça, c'est souvent le trois quarts des objets, pas tous, mais il y en a beaucoup que c'est des choses que j'ai ramassées sur la plage parce que j'habite à Sète aujourd'hui le trois quarts du temps. Oui, oui, oui. Donc, moi, en vérité, je fais du figuratif, mais la moitié de mon travail, pour moi, c'est totalement abstrait. Pour moi, c'est juste des rythmes et des vibrations. Et c'est assez cinétique, finalement. Ça fait mal aux yeux, des fois. Pas tous, pas ça. Hein, et donc, je sais pas, la question... Ce que tu dis là, c'est assez intéressant parce que ça montre que c'est pour tout le monde, pour tout peintre, en fait, vous êtes... on a dit ça avec Alberola aussi, sur des histoires de surface, de forme, de couleur. Et tu dis, cette question de l'abstraction, Robert, je suis assez d'accord, c'est l'énergie de la couleur. Souvent, je fais des tableaux, d'ailleurs, je me casse carrément la gueule. Souvent, on voit, il y a beaucoup, pas tous les tableaux, mais il y a beaucoup de tableaux. Les mecs, ils le regardent et ils me disent, putain, mais... finalement, le tableau, après, je suis obligé... C'est une grosse merde que j'embellis. En gros, j'embellis la merde. Tu vois. Enfin, pas la merde, mais j'embellis la vie. Je fais le contraire. D'ailleurs, mon travail est très connu parce que je fais de la couleur, soi-disant. Mais en tout cas, pour moi, la moitié est en noir et blanc, hein, clairement. Et la moitié est abstrait. Parce que j'emploie un figuratif pour simplifier les choses, pour que ce soit simple. C'est un peu comme quand j'étais gosse, tu vois, tu as un monsieur, une maman, un papa, une maison, et voilà, c'est comme ça. C'est un fusil, une tête. Mais là-dedans, j'essaie d'y intégrer quelque chose de... Pas tout le temps, on ne peut pas réussir à tous les coups. Hein, mais je pense que tous les artistes, c'est ce qu'on cherche. On cherche à une espèce de magie de notre travail avec les moyens qu'on a. Et les artistes aujourd'hui contemporains, c'est pas comme les artistes au XVIIe siècle quand même. Tu as tous les styles. Hein. Tu en as même presque trop de styles. Mais c'est ce qui fait la richesse de l'art contemporain aujourd'hui, je crois. Hein. Ah, absolument. Et le contraire aussi, hein, parce que en même temps, moi je vois la foire, je dis putain, il y a la moitié de merde, la moitié de trucs bien. Mais ça, c'est normal. Hein. Et en même temps, c'est suivant ce qu'on aime. Bon, après c'est une histoire de... Mais bon, ce qui est bien, c'est qu'il y a une liberté que j'ai peur de perdre un jour. Peut-être que je serai mort, mais avec tout ce qui se passe quand même, on a une chance ici, en France et en Europe, malgré qu'il fallait se battre tout le temps, parce que de toute façon, on est quand même des gens qui... Les Français, il faut toujours qu'on gueule quelque part. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait quand même gueuler un peu, parce que un jour, peut-être que cette liberté, on ne l'aura pas comme ça. Hein. C'est pas, dans certains pays, c'est pas comme ça que ça marche. Pendant longtemps, par exemple, des artistes conceptuels ont été agressés, je ne sais pas comment, mais dans les pays de l'Est, par exemple, à une certaine époque. Tu ne pouvais pas être artiste conceptuel dans les pays de l'Est, c'était un délire, par exemple. Aujourd'hui, je ne sais pas comment ça marche, mais en tout cas, je ne connais pas les artistes russes, pas beaucoup en tout cas. Alors ça, c'est... C'est le côté politique de... Non, c'est pas politique, c'est juste c'est ce qui se passe. Mais non, mais nous, absolument. on est au milieu, non, on est obligé de... On va y revenir tout à l'heure. Je voudrais qu'on parle de tout ce que tu as fait sur les gilets jaunes, sur les masques, le Covid, tout ça. On va y revenir, Robert. En fait, j'aurais voulu que Pat, tu parles en fait un petit peu parce qu'on est passé vite sur ton... On a parlé de ton process, mais du coup, on a un peu... passer le côté que, tu sais, là, on parle de l'intime, de la question de comment la vie, en fait, aussi passe par... comment tu filtres, en fait, les choses de la vie et comment ta peinture, depuis les débuts, elle a été une peinture, quand même, qui est liée à ton histoire personnelle. Tu appelles ça la guerre des sexes, tu sais, le conflit entre l'homme et les femmes, le rapport... qui évidemment après rejoint la grande histoire, on y reviendra, mais comment en fait
cette perception de ta vie intime, elle s'est présentée, tu vois, dès les débuts quand même, dans les sujets que tu représentes, et que tu tires après évidemment vers la grande peinture, avec beaucoup de références aussi aux mythologies, et qui viennent comme ça se télescoper avec des choses qui sont liées à ta vie intime, en fait, à ton couple, à tes amours. Je pense que c'est principalement mon âme hollandaise qui est capable, qui est coupable de cette envie que j'ai pour c'est l'autre côté de mon travail qui est le côté spectaculaire. Ça, c'est le côté silencieuse, tranquille, introspective, qui est, je crois, poussé par mon admiration pour la peinture hollandaise, que de toujours, il y a toujours eu un espace pour la vie à l'intérieur des maisons, les choses qui se passent entre les hommes et les femmes et les enfants, les choses simples de la vie. Et parce que je suis un dessinateur assez spectaculaire, j'ai voulu me retenir dans cette atmosphère d'intérieur, littéralement, et faire une peinture qui quand même avait une force plastique, mais qui parlait des choses tranquilles. Et je ne sais pas, pour ça, j'ai utilisé toutes mes amours, toutes mes connaissances de la grande peinture et des trucs comme ça que j'ai toujours adoré. Mais j'utilise aussi la petite tête sur jambe, dont j'ai compris après que, j'ai compris ça par la didactique, j'ai aussi enseigné, l'enfant qui commence à dessiner un personnage dessine d'abord la tête, bien sûr, le jeu, le truc, etc., et après 2 jambes. Alors c'est exactement ce que je dessine souvent. Un personnage, tête, jambes, et je ne sais pas, mais l'enfant de 3-4 ans avait déjà la sagesse de comprendre que nous sommes une tête pensante et avec beaucoup de sentiments, etc., mais qui se déplace. Oui, Robert, Au Japon, tu peux acheter 2 jambes, une tête, sans tête. Oui. Ces boîtes, tu connais? Non, je ne connais pas. Ça, c'est dans un bouquin sur les déviances. Oui. Ah oui, je crois que je vois que tu veux dire, oui. Et alors, je crois que ce sont des choses, Robert, ce sont des choses mythologiques, et ce sont de la grande de synthèse de mythologie, non, qui est partout dans tous les peuples. Chez nous, c'est un peu en arrière, mais ce que dit Robert, etc. Et j'étais hyper content d'avoir trouvé ça, parce que je me disais, je ne suis pas un clown qui aime mettre une tête sur jambe, etc. Non, c'est un des compréhensions profondes de ce que nous sommes. Une tête qui marche, qui se déplace, on n'est pas en plante, on n'est pas en rocher, voilà. Alors, oui, et la façon aussi dont ton regard sur l'intimité et sur ta vie bascule. Tu fais peinture, je veux dire, tu fais pas une illustration. Donc tu tires aussi vers les grands mythes. Tu sais, tu disais, tu représentes pas le cri d'une femme, mais le cri, pas l'amour de ma femme, mais l'amour. Enfin, tu sais, une espèce d'archétype, quoi. Mm-hmm. Comme Robert, qui peut représenter Geneviève dans 10 000 de ses tableaux, mais qui représente. Enfin, c'est Geneviève et pas Geneviève. Je veux dire, c'est une peinture. Oui. Bon, c'est très ambitieux, tu vois. On ne veut pas peindre ou dessiner une femme ou un homme qui crie, mais le cri, la seule cri qui existe et qui doit rester en mémoire
de l'histoire de Absolument. l'art. Et là, Voilà. vient de travailler les mythologies. Et Marcella, par exemple, toi, dans ton travail, où on a beaucoup de représentations de figures comme ça, féminines, solitaires, on peut imaginer à une forme de figure, tu vois, du romantisme. Il y a quand même beaucoup de créatures, en fait, chimériques, aussi hybrides. Est-ce que comment les mythologies t'ont nourri, toi, Marcella, par rapport à ta construction et à les lectures, tu vois, les contes et comment cette question des figures hybrides, de la mandragore, les figures sirènes, comment ça vient, de quelle référence ça vient et quel sens ça a pour toi, par exemple, tu vois, la figure sirène. Récemment, tu me parlais aussi de figure de la mandragore. De Narcisse aussi, tu sais, avec tes recherches récentes sur le double et la figure qui se reflète dans l'eau. Je te laisse parler, Marcella, sur ce rapport, ça c'est très beau, sur ce rapport en fait aux figures mythologiques, comment tout cet imaginaire vient de travailler tes peintures. Pour moi, les contes mythologiques, c'est comme des contes et parfois même comme la réalité, dans le sens où c'est également, ce qu'on parlait tout à l'heure, il y a plein d'interprétations possibles. Mais en ce moment, en fait, par exemple, la sirène, qui est une figure que j'aime beaucoup, qui me touche beaucoup, je la vois un peu comme une sorte de vengeance de la mer qui oublierait qu'on vient d'elle, nous les humains, qu'on vient de l'eau. Et c'est... Pardon ? Elles sont seules. Oui. Comme Ève sans Adam. Oui, c'est ça, sans Adam, c'est vrai. Tout à fait. Oui, parfois. Elles sont dédoublées, ouais. Ouais, des triplés. Oui, tu disais sur la mer, attends, j'ai pas suivi. Non, la sirène, pour moi, c'est une figure un peu de vengeance de la mer contre l'humain, comme ça, qui noirait. Et du coup, la figure, c'est intéressant parce que Robert dit, c'est souvent des figures seules. Tu me disais que c'était un peu ton alter ego, en fait, l'alter ego de l'artiste, parce que tu travailles là sur la question du double, du miroir, de Narcisse. Il y a un peu cette idée finalement de reflet de l'alter ego, en fait, de l'artiste. Oui, et j'aime bien cette idée je sais plus qui écrivait ça, qui disait que certains peintres se prennent pour des pommiers et dont les pommes tomberaient et ce seraient les peintures. Donc quelque chose de très naturel, ou comme l'encre de la sèche, donc comme si si les peintures étaient nos sécrétions naturelles quand tu es un peintre, c'est juste ce qui se passe, quoi, ce qui tombe de toi. Et c'est vrai que je disais souvent que les peintures, je les voyais comme... Je peins depuis que je suis petite, mais je les vois comme des mues de serpents que je laisserai derrière moi. Je grandis, je vieillis, et les peintures qui arrivent, c'est des mues. J'ai longtemps eu un serpent, je devais prendre sa mue une fois par mois. Donc les peintures, je les vois un peu comme ça, comme des... Ouais, mues, mais donc c'est quelque chose... C'est assez logique ce que tu dis par rapport à ton travail. Tu as quelque chose de très lié de très animal. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça aussi ton intérêt pour les mythologies. Hein. Les mythes, c'est ça, c'est vraiment l'homme arbre, les figures hybrides. Et la question de la nature, on y reviendra pour terminer sur cette histoire de rapport aux enjeux un peu, je ne sais pas, sociétaux, environnementaux, politiques. C'est très présent dans ton travail. Laurent, j'aimerais que tu parles un petit peu tu sais, on n'a pas évoqué pour toi, avant de passer à la question un peu de la politique et tout ça, de tes musées imaginaires, tu sais, par rapport à cette histoire du surréalisme, parce que c'est intéressant, toi, tes référents, tu as regardé beaucoup de choses, et j'aimerais que tu y fasses un sort. Je pourrais t'orienter là, parce qu'il y a plein de choses dont on a parlé, mais peut-être toi, tu as envie de parler là de quelque chose en particulier, peut-être sur cette histoire de l'onirisme, tu sais, des choses qui t'ont vraiment marqué, Bucklin, je sais pas, et qui ton imaginaire, tu vois, ou des choses peut-être des débuts de l'enfant, je ne sais pas. Ouais, alors moi, disons que comme peintre, je suis un peu l'inverse de la question des choses naturelles. Moi, je suis quelqu'un d'assez scindé, et j'ai souvent pensé mon travail en termes de situation.
Donc c'est vrai que quand je réfléchissais à un musée imaginaire, quand tu m'as posé cette question-là, c'est devenu un vrai musée avec un accrochage où je mets tel tableau à côté de tel tableau. Et souvent, je fonctionne comme ça parce que mes peintures sont presque des carambolages de tableaux. Et donc, du coup, si j'avais un musée imaginaire, évidemment, il y aurait quelque chose. Je parlais de Courbet au départ, mais les casseurs de pierre n'auraient pas brûlé à Dresde et seraient dans mon musée pour le plus longtemps possible. Ensuite, moi, j'ai souvent construit, par exemple, Böcklin, dont on parlait. Oui. Böcklin, moi, ce qui m'intéresse dans Böcklin, c'est pas tellement l'onirisme que la sensation d'un cirque dans lesquels sont montés tout un tas de pirouettes et de numéros de peinture et de créatures fantastiques. Et c'est vrai que quand on voit, par exemple, l'île des morts de Böcklin, il y a tout, il y a la mer, il y a le ciel sombre, il y a les ifs, il y a les rochers. Et justement, la dimension d'assemblage fait cette espèce d'onirisme, mais qui est du côté de l'objet. Donc moi, je vois aussi un petit peu la fabrique, voire l'usine derrière Böcklin. Moi, je m'étais dit dans mon musée imaginaire, par exemple, si mettons que je mets une peinture, peut-être, je ne sais pas si vous allez voir le laminoir d'Adolf Menzel, qui est un tableau d'usine de la fin du 19e, la sidérurgie allemande, qui est un tableau assez délirant parce qu'on a l'impression que c'est les forges d'Héphaïstos. Je mettrais en face l'entrée du Christ à Bruxelles, où il y a une espèce de déferlement du monde populaire et où on est quasiment dans la marionnette. Et étant dans la marionnette, on est aussi très proche de Courbet, parce qu'il y a un peu de la marionnette chez Courbet. Absolument. Et de même, il y aurait aussi dans ce musée imaginaire des gens plus proches ou des gens que j'ai pu connaître et qui ont eu de l'importance pour moi. Par exemple, il y aurait sûrement une peinture de Mathilda Marc-Boiré qui était à l'exposition Immortelle et où il y a cette question du corps, on pourrait dire du corps comme construction, mais aussi du corps comme architecture et aussi du corps un peu comme architecture qui s'écroulerait, architecture catastrophique. Et j'adorerais l'accrocher en face d'une peinture d'Yves Bellorger, qui a été mon professeur aux Beaux-Arts de Lyon, et où au contraire, il y a la question de l'habitat collectif et de la construction qui, elle, contient des corps avec ses projets modernistes. C'est ça, qui peint des architectures sociales, type moderniste. Voilà, type Le Corbusier, le Corbusienne, tout ce qui s'est construit dans les années 60-70, que Le Corbusier définissait lui-même comme des machines à habiter. Et là, du coup, ça serait l'architecture qui contient les corps. Hubert Robert aussi, dans ce sens-là, c'est hyper important parce que c'est la ruine, mais elle est habitée. Et donc, si je finissais un peu sur mon musée imaginaire, je pense qu'il y aurait une place importante pour Gérard Gaziorowski, moi qui est un peintre que j'admire. Et parce que pour moi, c'est aussi le peintre qui accueille dans son travail cette espèce de théâtralité étrange, où vous voyez, il y a cette figure de Kigal indienne, à chaque fois c'est des anagrammes de son nom, qui est une figure qui fait à la fois une peinture complètement informelle et qui s'échappe complètement du plan du tableau. Et de l'autre côté, il y a la figure du professeur Hammer qui répète toujours les mêmes formes figuratives et qui, quelque part, sanctionne la picturalité. Et donc, du coup, moi, c'est un artiste qui me plaît, ou qui m'intéresse, parce que c'est aussi tenir ensemble, peut-être de manière un peu... tenir ensemble des régimes de peinture qui sont sur le point d'éclater. Absolument. Et d'ailleurs, peut-être on pourrait basculer, Laurent, pour donner la parole après aux trois autres artistes, sur cette question du corps social et du corps politique, parce que c'est un peu en continuité avec ce que tu dis. Tu parles de Bellorger qui quand même est dans ces problématiques-là. Et du coup, je vous passe les visions de peinture de corps dans des usines. Et donc il y a quand même beaucoup dans ton travail. D'ailleurs, même dans les représentations de nus, dans les paysages. Oui, ils sont composites, les corps. Absolument, qui sont composites. Et les corps sont aussi mis à mal, en fait, quelque part. Tu as l'idée du morcellement dans ton histoire de collage. Comment ça se passe, du coup, pour toi, cette question, sans forcément mettre des étiquettes? J'ai toujours du mal avec cette idée peinture politique, peinture... mais c'est quand même vachement important, la façon dont ta peinture suggère aussi la question du corps mis à mal, en fait, par la société et par
la façon dont le travail, la productivité, le rendement, les architectures modernistes, ça envoie quand même aussi beaucoup à ça, quelque chose de pas forcément super cool pour l'individu. Ouais, même s'il y a des architectures modernistes qui peuvent être Qui étaient très faites d'ailleurs impressionnantes de pensées, l'extérieur, mais oui, qui sont très et qui agréables à étaient vivre, hein. pensées à l'origine pour rendre le monde meilleur. Mais moi, ce que je peux dire de ça, je vais prendre un exemple. C'est que j'ai une exposition à Saint-Claude au Jura, qui est une exposition dans une ville ouvrière. Et en fait, justement, j'ai présenté un peu les deux corpus de travail dans cette exposition. Il y avait des tableaux d'usines qui étaient toutes des usines de cette vallée et qui entourent Saint-Claude, quoi, ou qui sont à Saint-Claude même, et des peintures plus allégoriques, plus oniriques, où il y a ces corps comme ça dans la nature et tout ça. Et pour moi, le vernissage était un moment très très beau parce que la plupart des ouvriers sont venus, ils sont venus avec leurs collègues de travail, ils étaient là. D'ailleurs, je salue les ouvriers de Saint-Claude, je sais pas si ça marche, je sais pas s'il y en a beaucoup ici, mais je les salue. Mais les gens se prenaient en photo devant les tableaux. Mais ce qui était intéressant aussi, c'est qu'il y avait dans le public, du coup, les gens. Alors, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais peut-être des gens de Saint-Claude qui se retrouvaient plus dans les peintures d'usine et peut-être un public plus averti qui était venu, qui se retrouvait plus dans les peintures de nature, peut-être parce que le corps est plus déformé, peut-être parce qu'elles sont au fond un peu plus modernes dans la dimension tubulaire du corps et tout ça. Et du coup, pour moi aussi, la dimension politique du travail, c'est justement de faire les deux et de montrer les deux ensemble. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, ces peintures de nature, elles sont aussi venues du fait que quand je peignais les usines, moi, il y avait cette phrase de Brecht qui m'avait impressionné: la meilleure photographie des usines Krupp ne dit rien sur ce qui se passe dans les usines Krupp. C'est-à-dire que la représentation réaliste, il y a une partie de la réalité qui échappe. Est-ce que la personne qui est... comment on parle d'amour en faisant ça ? Comment on parle de tristesse, comment on parle de fragilité, comment on parle de faiblesse. Et donc, du coup, le fait de ramener ces peintures de nature, ça m'a aussi permis de mettre à côté de ces peintures d'usine qui sont importantes pour moi parce qu'elles ont une forte charge sociale, quoi, la représentation du travail, aussi amener quelque chose qui est perpétuellement évacué et censuré sur les lieux de travail, qui sont l'affectivité, la sensibilité, les liens, les relations. Et dans la plupart des peintures de nature, il y a généralement au moins 2 corps ou 3 corps, si ce n'est pas plus. Donc il s'agit de corps qui s'étreignent, il s'agit de corps qui sont ensemble et qui forment parfois des arbres, parfois des structures, mais qui sont des corps ensemble. Comme à l'usine, on fabrique des choses ensemble. Absolument, merci Laurent, c'est très beau ce que tu as dit. En fait, j'aimerais faire parler après Robert et Pat parce que vous avez aussi un vécu et une traversée de l'histoire et je pense qu'en termes de rapport aux politiques, aux grands événements, tout ça, vous avez des choses à dire. Marcella, je voudrais juste faire un sort pour toi parce que tu n'as pas... ta peinture, évidemment, elle reste ouverte au sens, tu vois, aux lectures et tu revendiques pas un étendard, un drapeau. Mais par contre, il y a chez toi quand même l'omniprésence de la nature. Et j'aimerais que tu fasses un sort à ça, sur le fait que c'est quelque chose qui était très présent déjà depuis l'enfance pour toi. Oui. Et que peut-être, j'imagine, ça renvoie quand même aussi inconsciemment à une perception de l'état... des questions environnementales et de la situation du monde et de la nature en urgence par rapport à la pollution, et que c'est quand même un soubassement dans ton travail. Oui, tout à fait. J'ai eu la chance incroyable de grandir sur une île entre la montagne et la mer. Et au fur et à mesure des années, je voyais la dégradation de la mer, de la plage, de plus en plus de poubelles, de plus en plus de lumière dans le village la nuit, parce que de plus en plus de touristes et de construction. Et c'est vrai que c'était une angoisse. Parce que ce que je vivais, en fait, c'était une utopie, c'était un petit paradis, ça n'existe plus, ce genre d'endroit. Et je crois que aussi, ce que j'essaye de faire, c'est toujours de retrouver ça dans mon travail, mais aussi essayer d'ouvrir les yeux sur tout ce qu'on est en train de perdre et tout ce qui est en train de disparaître.
Bien sûr, absolument. Et après, je pense que la question peut-être plus frontalement, je dirais, liée à la politique au sens de Laurent, je pense que Robert et Pat, vous pourriez dire des choses là-dessus. Robert, par exemple, je trouve que, tu sais, la façon dont la peinture, chez toi, c'est vachement beau parce qu'on a cette espèce de double lecture où, tu sais, on a un côté, ce que je disais en introduction au début, très coloré, avec beaucoup d'humour aussi. Tu vois, tu désamorces, il y a tellement d'épaisseur quand même, parce que tu parles toujours avec légèreté des choses et comme si... c'était d'une simplicité naturelle, mais en même temps, il y a évidemment un regard que tu portes sur le monde, sur les enjeux, la guerre, l'obsession du thème de la bataille. Je sais pas, les gilets jaunes qui apparaissent dans ta peinture, c'est pas commun de faire référence aux gilets jaunes. Il y a quand même un débat politique qu'on a beaucoup écrasé et dont la presse, les médias officiels, on dit quand même beaucoup de bêtises en fait sur la question des gilets jaunes et on les a fait passer un peu pour des hystérico-dingos alors que en vrai ce qui est choquant quand même c'est la violence en fait de la société à leur égard et je pense que toutes ces questions-là qui sont un peu mis de côté, tu vois la question du Covid sur tes dessins académiques où tu vas mettre des masques sur les visages, la question des prisons mentales, ce que tu appelles, Marie me dit des prisons mentales, tu sais avec ces portraits où on a là en image, tu mets des masques ou des muselières en fait sur les symboliquement, je sais pas moi, ça me renvoie aux prisons qu'on se fait nous-mêmes en fait quelque part, une espèce d'aliénation ou que les injonctions de la société nous mettent en fait sur le visage. Comment Robert qu'est-ce que tu peux dire en fait sur cette question du politique et de ce soubassement qui est toujours là dans ta peinture et qui est quand même hyper important dans la perception qu'on en a et dans la façon dont tu te situes par rapport au monde aujourd'hui? Je pourrais dire que c'est un gros problème pour moi. Parce que, par exemple, il y a quelques années, là, j'avais fait tout un travail sur des femmes voilées. Et finalement, je n'ai pas fait l'expo parce qu'on m'a conseillé de ne pas la faire. Robert, sur quoi? Quel sujet? C'était sur des femmes voilées. Sur les femmes voilées. En vérité, je dessinais sur des voiles et puis les femmes voilées avec les yeux, quoi. C'était assez réaliste quand même. C'était plutôt dans le style académique, comment j'appelle, tatouage académique. Et ça, donc voilà, je ne l'ai pas fait parce que finalement, voilà, alors des fois, on s'auto-censure, parce qu'on a une tendance à s'auto-censurer aujourd'hui. Ça, je peux le dire. Et je ne sais pas comment ça va se passer avec mes tableaux parce que j'en ai fait pas mal. Depuis 40 ans, il y a beaucoup qui sont spéciaux. Mais en général, moi, je m'en tire bien parce que j'ai... Mais bon, quand même, les artistes, on a un problème avec ça. La politique, aujourd'hui... Est-ce que tu peux faire ben, référence on se retrouve après, si on vend des tableaux, évidemment, on se retrouve avec dans des milieux qui ne sont pas des milieux prolos, hein, il faut le dire. Donc, tout ça, c'est spécial quand même. Moi, je sais que j'ai un complexe de ça, étant donné que de là où je viens, étant donné, c'est clair et net. Hein. Mais c'est embêtant, quoi, des fois. La politique dans l'art, c'est embêtant, quoi. Mais parce que tu peux avoir des figures, par exemple, je sais pas, c'est pas commun. Il y avait Mazepa, l'Ukrainien. Mazepa, oui. Non, mais en vérité, Mazepa, moi, je lisais un livre sur les romantiques. Et il y avait des Mazepa, parce que Delacroix en a fait, il y en a plusieurs qui en ont fait. Alors après, j'ai appris que... j'avais déjà décidé de faire un Mazepa parce qu'il était attaché à un cheval. Nu sur un cheval. Et en plus, le cheval, donc il s'en va... Mais il s'en va en Ukraine. Hein. Alors mais ça, je ne le savais pas hein, au début. Mais bon, je me suis dit, bon, c'est une bonne... raison de plus pour le faire, parce que le Mazepa est très mal vu des Russes. Il est vu comme un traître. Parce que le tsar, il est devenu prince, excusez-moi. Prince d'Ukraine. Et après, soi-disant pour les Russes, il les a trahis. Pour les Ukrainiens, c'est un héros. C'est rigolo quand même. Ouais, bah, tout ça, c'est des échos, je veux dire, oui, directs. Mais alors ça, c'est un sujet parfait, parce que c'est un sujet romantique, quoi. C'est un sujet... c'est un cheval, il y a un petit peu dessus attaché. Enfin bref, c'est super comme sujet. Je veux dire. Et il y a cette histoire aussi de thème des batailles qui est quand même là depuis les débuts. Oui, les batailles et aussi les conflits. Et ça va jusqu'au partout, enfin partout de cochons, partout. Mais non, parce que c'est un enchevêtrement de gens.
Mais aussi, j'ai fait des skinheads en train de frapper un black, tu vois. Mais j'étais pas skinhead, hein, donc je veux dire, c'est pour expliquer. Là, j'ai racheté, on rachète des tableaux avec ma femme de moi. D'ailleurs, ça nous coûte très cher par rapport à ce que ça valait à l'époque. Et on a racheté beaucoup. Cette année, on a gardé 4 ou 5. Et donc, il y en a un, notamment... Merde, j'ai perdu le fil. On parlait de quoi, là Du thème des batailles. Oui, alors j'ai aussi fait le stade du Heysel. On a acheté le stade du Heysel. J'avais fait un tableau sur le stade du Heysel avec Platini, parce que Platini était là aussi. Et donc, moi, j'ai appuyé sur la télé ce jour-là et je suis tombé sur le stade du Heysel. Donc, évidemment que j'ai fait un tableau là-dessus, mais c'est pas pour donner des messages, c'est simplement comme de l'actualité, parce qu'en vérité, aujourd'hui, on a l'actualité. Eh bien oui, je parle des Gilets jaunes parce qu'ils sont là, évidemment qu'ils sont là, et on ne peut pas dire le contraire. Donc, moi, étant donné que le sujet, c'est pas qu'il m'importe peu, et au contraire, il m'importe beaucoup, mais c'est un sujet parmi tant d'autres pour moi. Absolument, oui, oui. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, ça te rejoint, Pat, aussi, c'est, tu sais, l'idée des batailles, on dit, ça peut être une référence à la guerre, mais c'est aussi la bataille au quotidien de l'amour. Voilà, tu vois, il y a beaucoup... Geneviève, l'amour, enfin, ça peut être la guerre pour la maladie. Après, il y a l'amour, les batailles, mais l'amour aussi, ça fait une grosse partie. L'amour, c'est une grosse bataille aussi. Surtout si tu as mis un peu sur tes travaux, ça commence à... Oui, il y a une ouverture, en fait, et une façon de... La peinture n'est pas une illustration d'une photo de presse, évidemment, et ce qui fait sa force, c'est qu'elle elle suggère et elle illustre pas, et elle est ça, et elle est aussi autre chose. Mais c'était bien quand même de signifier qu'en étant ça, elle est aussi quand même... D'ailleurs, tu vois, là, on a ce que tu disais, comment on s'auto-censure nous-mêmes, c'est un peu ce qui est suggéré dans ces dessins, ça, qui sont très, très forts. Ouais. Alors, Pat, je voudrais qu'on termine par toi, parce que sur la question justement de politique et du rapport à la grande histoire, parce que on a parlé du coup de ta guerre des sexes et du fait que à l'origine, voilà, ta peinture, elle est liée à tout ce que tu vis, au rapport homme-femme et tout, mais évidemment que il y a depuis toujours dans ta peinture des références à la grande histoire et aux événements historiques. Et là, pour le coup, des références qui peuvent être chez toi très directes. L'assassinat de Kennedy, je ne sais pas, à l'époque des attentats, il y avait les kamikazes, tu sais, qui se faisaient sauter là, dans tes peintures. Tu as quand même vécu l'Argentine, la dictature. Comment ça se passe, ces croisements avec la grande histoire? Non, en réalité, c'est tous ces sujets heavy, pardon, les sujets heavy dont on a parlé, la guerre, le truc, etc., le sexe, mais aussi qu'est-ce que tu m'avais donné comme exemple? Le mort de Kennedy, les kamikazes, etc. Surtout le kamikaze, etc. Parce que la mort de Kennedy, je l'ai peint comme si c'est la mort d'un président. Je n'ai pas mis le nom, je n'ai pas fait le portrait de Kennedy, je n'ai pas le portrait de sa femme, de Jackie. J'ai pris ce qui m'a intéressé dans cette chose, c'était la grande voiture bleue, les policiers motos autour, le public qui se reflétait dans la voiture, un peu de paysage derrière, un peu de bout de drapeau américain. Et tout ça pour faire en réalité, et c'est ça qui est revenu régulièrement dans ma peinture, voir si une chose horrible, un événement terrible, quelque chose de mal, de laid, de mauvais, pouvait quand même être peint comme quelque chose, comme la beauté. Parce qu'en réalité, nous, bien qu'on sait parler bien, on bavarde beaucoup sur la peinture, chacun. Vous l'avez vécu cet après-midi. En réalité, je crois qu'on cherche la beauté toujours, dans n'importe où, dans n'importe quoi. Est-ce qu'il y a dans une explosion d'une kamikaze qui tue 60 personnes, est-ce qu'il y a un moment de beauté? Est-ce que c'est possible de le montrer
comment je dirais, en beauté. Je crois que oui, et je crois que c'est la seule manière pour le faire entrer dans la mémoire des gens. Alors, tout ce qu'on fait est infecté par la beauté. Et la beauté dans le sens, pas que c'est joli, ou mais quelque chose qui a une forme, un rythme, une couleur et un sujet, un contenu qui est le plus fort, le plus valable pour être refait en peinture. Voilà. C'est très beau ce que tu dis, absolument. D'ailleurs, ça rejoint ce qu'on s'était dit cet après-midi sur le... Je pense à Guernica, là, parce que c'est un peu le... Quand tu dis ça, tu sais, ça imprègne la beauté, ce qui imprègne la mémoire collective, et c'est tellement vrai. Qui se souvient des bombardements du village basque de Guernica qui servent de document à Picasso quand il peint un Guernica? Si on ferme les yeux, là, tous ensemble, on a tous l'image de Guernica dans notre tête. Même si on n'a pas fait de peinture, enfin, je veux dire, il y a quelque chose qui... Et c'est tellement vrai, cette question de la beauté, je pense qu'effectivement... D'ailleurs, la beauté, c'est l'union... Baudelaire a dit ça, il avait tout dit, de la joie et de l'inquiétude mêlée, en fait. Il y a la vie et la mort dans la beauté. On a une fausse idée de l'idée de beauté. Je pense que pour la peinture et pour la littérature, c'est pareil. La beauté, c'est cette question de l'intemporel. D'ailleurs, tu vois, Immortel... C'était un peu dans ce sens-là qu'on l'avait évoqué. Et du coup, ça nous fait une belle... parce que je pensais aussi à la mort de Bertrand oui, que tu avais représenté en peinture aussi. C'était étonnant, avec une référence à Bruegel. Et tu avais fait quelque chose de complètement... Ouais. En tout cas, il y aurait mille choses à évoquer, mais c'est un peu une belle conclusion sur cette question de la beauté et aussi de ce va-et-vient finalement et dans la peinture par rapport à cette question sur l'onirisme, d'ambiguïté en fait et de va-et-vient. Qu'est-ce que le réalisme entre le réel et l'imaginaire? Qu'est-ce que figurer entre la figuration et l'abstraction? Qu'est-ce qu'être engagé, politique et en même temps se retirer du monde? Moi, il me semble que cette question des tensions comme ça, que tous les artistes ont évoqué là aujourd'hui, elle caractérise vraiment la peinture en fait aujourd'hui. Et que tu vois, on a parlé beaucoup de collage aussi, Laurent, sur ta peinture. Je pense finalement que c'est dans ce voyage en fait entre ces polarités que la peinture se définit, entre l'intime et le sociétal, entre la figuration et l'abstraction, entre le réel et l'imaginaire, et que du coup c'est comme ça qu'elle imprègne nos mémoires et qu'elle nous fait voyager. Voilà, je vous remercie tous les quatre pour cet échange. Merci. Qui était très riche. Merci. C'est toujours un plaisir en fait d'échanger avec les peintres et aussi de faire des regards croisés entre les générations. Et je pense que c'est vraiment intéressant parce que ça nous montre aussi, on parlait d'Immortel là, sur cette idée que la peinture n'a pas d'âge. Et que tu vois, là tu parles, Robert parle, Vincent a 83 ans aussi, Biulès a parlé tout à l'heure. Et en fait, c'était vachement beau parce qu'on se rencontre les plus jeunes. Tu vois, Marcella, elle est toute jeune et il y en a encore même il y aurait presque un siècle d'écart entre Eugène Leroy, qui fait partie et des jeunes de la génération de Marcella. Et on se rend compte qu'il y a des enjeux partagés évidemment que la peinture transcende la question de l'âge et des générations. Je vous remercie, bonne soirée. Merci.